Des millions de disques vendus, des salles pleines, une voix que la France n'a jamais oubliée. Pourtant, derrière chaque sourire de Michel Thor se cache une histoire que les projecteurs n'ont jamais vraiment éclairée. Une voiture offerte avec ses premiers cachets, un enfant grandi avec une absence impossible à combler, des amours devenus blessures. Puis un jour, la maladie frappe là où une mère est la plus vulnérable. Et ce que Michel Thor a dû affronter ensuite dépasse de loin les drames que le public pouvait imaginer. Avant que les drames ne viennent marquer son nom, Michel Thor était d'abord une jeune fille du Sud, portée par une ambition simple et immense à la fois, chanter, être entendue, et offrir à sa famille une vie plus douce que celle qu'elle avait connue. À ses côtés, il y avait surtout sa mère, Clémente, une présence rassurante, presque une boussole. Quand Paris semblait trop grand, quand le monde du spectacle paraissait inaccessible, sa mère était celle qui croyait avant les autres, celle qui transformait les doutes d'une adolescente en courage. Puis, tout s'accélère. Les années 60 s'ouvrent devant elle comme une scène gigantesque. La vague yé-yé emporte la jeunesse française. Les radios cherchent de nouvelles voix. Les idoles naissent à une vitesse folle. Michel avance, enregistre, se produit, découvre les coulisses, les regards, les applaudissements, et cette sensation grisante que le rêve devient réel. Mais derrière l'artiste qui commence à être reconnu, il reste une fille profondément attachée à sa famille. Ses premiers cachets ne sont pas seulement la preuve qu'elle peut vivre de sa voix. Ils représentent autre chose, la possibilité de rendre à sa mère une partie de tout ce qu'elle lui a donné. Alors, Michel veut offrir, elle veut remercier. Elle veut montrer que les sacrifices n'ont pas été inutiles. Avec l'argent gagné grâce à ses premiers engagements, elle participe à l'achat d'une voiture pour sa famille. À ce moment-là, le geste n'a rien de tragique. Au contraire, il ressemble à une victoire. Une jeune chanteuse qui commence à réussir peut enfin améliorer le quotidien des siens. Et c'est précisément cela qui rend la suite si cruelle. Car certaines blessures naissent d'un malheur. D'autres naissent d'un bonheur qui soudain change de visage. Michel ne le sait pas encore, mais cet objet acheté avec fierté, presque comme un symbole de gratitude, va bientôt devenir le centre d'un souvenir impossible à effacer. Ce qui devait représenter les premiers fruits de sa réussite sera bientôt lié à la nuit la plus sombre de sa jeunesse. Pendant ce temps, elle continue de chanter. Elle monte sur scène, sourit, apprend à devenir une professionnelle. Le public voit une jeune femme qui avance. Sa mère, elle, voit encore sa fille. Et peut-être est-ce là le détail le plus bouleversant. Quelques instants avant qu'une vie ne bascule, tout paraît encore normal. Un trajet ordinaire, une voiture familière, une mère qui part, et une fille qui ignore qu'elle vient peut-être de vivre les derniers moments d'un monde qui ne reviendra jamais. Très bientôt, Michel Thor comprendra qu'il existe des succès dont on paie parfois le prix avec une culpabilité que personne ne devrait porter. Le 28 décembre 1965, Michel Thor n'a que 18 ans. À cet âge, on devrait encore croire que les blessures se réparent et que les parents sont éternels. Pourtant, en quelques heures, tout ce qu'elle pensait solide va s'effondrer. Après un spectacle à Marseille, un message l'attend. Elle doit contacter l'hôpital d'Avignon. Oui. Quelques mots seulement. Mais parfois, quelques mots suffisent pour couper une vie en deux. Sa mère, Clémente, a été victime d'un accident de la route. La voiture est celle que Michel avait contribué à acheter avec ses premiers cachets. Et derrière le volant de l'autre véhicule, selon le récit qu'elle fera plus tard, se trouvait un homme qui avait bu. Puis tombe l'annonce impossible à accepter. Sa mère est morte. À 18 ans, Michel refuse presque de comprendre. La douleur se transforme d'abord en colère, une colère brute. Elle racontera qu'à cet instant, elle avait voulu tuer l'homme qu'elle tenait pour responsable de la disparition de sa mère. Mais lorsque la rage retombe, quelque chose de plus cruel encore s'installe, la culpabilité. Cette voiture, c'était son argent, son succès, son cadeau. Alors une pensée absurde, mais terriblement humaine,
s'impose à elle. Ah, si elle n'avait pas acheté cette voiture, sa mère serait-elle encore en vie? La raison peut répondre non. Le cœur, lui, ne raisonne pas. Et Michel va porter cette question pendant des années. Le plus terrible, c'est qu'elle n'a même pas le luxe de redevenir une enfant. Il faut prévenir les proches, affronter la famille, regarder une petite sœur qui ne comprend pas pourquoi sa mère ne rentrera plus. Celle que l'on consolait encore la veille doit soudain apprendre à consoler les autres. Puis vient le silence après les obsèques. Mais dehors, le monde ne s'est pas arrêté. Les contrats existent encore, les salles attendent. Alors Michel remonte sur scène avec une contradiction qui ne la quittera plus. Sourire devant des inconnus, pendant qu'une partie d'elle-même reste enfermée dans cette nuit de décembre. C'est peut-être là que sa voix change pour toujours. Ah, à partir de ce moment, elle ne chante plus seulement pour réussir, elle chante pour ne pas sombrer. Chaque applaudissement couvre un peu le vide, chaque projecteur repousse l'obscurité quelques minutes de plus. Et tandis qu'elle tente de survivre à la perte de la femme qu'il aimait sans condition, une autre histoire commence. Un homme entre dans sa vie. Il est jeune, célèbre, fascinant. Il s'appelle Christophe. Michel croit peut-être qu'après la mort, l'amour saura enfin la sauver. Elle ignore encore que cet amour va lui laisser une blessure différente, plus silencieuse, mais capable de traverser plus d'un demi-siècle. Après la mort de sa mère, Michel Thor avance, comme si chanter pouvait empêcher le passé de la rattraper. C'est dans ces années brûlantes que Christophe entre dans sa vie. Il est jeune, séduisant. Entre eux, tout va vite. Les regards, les rendez-vous, cette impression que deux artistes peuvent se comprendre sans expliquer leurs blessures. Pour Michel, cet amour arrive au moment où elle cherche encore un refuge. Elle vient de perdre celle qui représentait sa sécurité absolue. Christophe devient alors plus qu'un homme aimé, il devient une possibilité de croire de nouveau au bonheur. Mais les histoires les plus intenses sont parfois celles qui laissent les cicatrices les plus profondes. Leur relation finit par se briser, et lorsque Michel découvre qu'elle est enceinte, l'histoire prend une direction qu'aucune chanson romantique n'aurait pu adoucir. L'enfant naîtra sous le prénom de Romain. Christophe, lui, ne reconnaît pas officiellement ce fils. Pour Michel, la décision est prise, elle gardera l'enfant. Après avoir vu la mort lui arracher sa mère, elle refuse que la peur lui arrache aussi cette nouvelle vie. Regarde. Romain devient une lumière après le deuil. Un être à protéger, à aimer, à serrer contre elle. Mais un enfant grandit. Et avec les années viennent les questions. Qui est mon père? Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi les autres semblent-ils savoir quelque chose que moi, je dois découvrir par fragments? Ce manque ne fait pas de bruit comme un accident. Il ne laisse pas de traces visibles sur la peau. Pourtant, il peut suivre un enfant pendant toute une vie. Michel tente alors de construire autour de Romain une famille capable de combler ce vide. En 1969, elle épouse Jean Vidal. Il accueille Romain, l'élève comme son propre fils, lui offre une présence stable. Plus tard, Émilie vient agrandir la famille. Pendant un temps, le décor semble enfin changer. Il y a un foyer, des enfants, une carrière qui continue, un homme à ses côtés. Après tant de chaos, Michel peut croire qu'elle a enfin trouvé ce que la vie lui refusait, une forme de stabilité. Et pourtant, derrière cette image rassurante, une question reste suspendue. Romain a une famille qui l'entoure, mais quelque part il existe toujours un homme dont l'absence ne peut pas être totalement effacée. Michel le sait. Certaines blessures peuvent être recouvertes sans jamais disparaître. Elle ignore encore qu'un jour, lorsque son fils sera devenu adulte et que son propre corps commencera à le trahir, cette ancienne blessure reviendra avec une violence terrible. Mais avant cela, un autre effondrement attend Michel. Cette fois, il viendra de l'endroit même où elle croyait avoir enfin trouvé la sécurité. Pendant des années, Michel Thor veut croire qu'elle a enfin échappé au pire. Jean Vidal n'est pas seulement son mari, il devient aussi celui qui organise une partie de sa carrière, celui à qui elle confie les coulisses d'une vie qu'elle passe sous les projecteurs. À la maison, Romain grandit auprès d'un homme qui l'élève comme son propre fils. Émilie vient compléter la famille. Après la mort de sa mère, après Christophe, et cette absence impossible à effacer, Michel peut enfin regarder ses enfants et se dire qu'elle a réussi à reconstruire quelque chose.
Mais les maisons les plus solides en apparence peuvent cacher des fissures que personne ne voit. Les années passent, le couple s'use. En 1989, le mariage avec Jean Vidal arrive à son terme. Et avec la séparation tombe une autre réalité, beaucoup plus brutale que Michel ne l'avait imaginé. Les finances du couple sont dans un état catastrophique. Elle découvre l'ampleur des dettes. Des millions de francs sont à rembourser. La femme qui a vendu des disques par millions, celle que le public associe aux galas, aux robes élégantes et aux grandes scènes, comprend soudain qu'elle peut perdre presque tout. Il serait pourtant trop simple de transformer Jean Vidal en coupable absolu. Michel elle-même reconnaîtra plus tard qu'ils avaient vécu largement, qu'elle avait longtemps laissé la gestion de l'argent à d'autres, et que les responsabilités étaient plus complexes qu'une simple trahison. Mais lorsque le couple disparaît, la dette, elle, reste. Alors Michel vend des maisons, des biens, des morceaux matériels d'une vie autrefois confortable. Puis elle fait ce qu'elle sait faire depuis l'adolescence. Elle monte sur scène, encore et encore. Cette fois, elle ne chante plus seulement parce qu'elle aime son métier. Chaque concert devient une marche pour sortir du gouffre. Et chaque cachet représente une facture réglée, une dette qui diminue, une parcelle de liberté récupérée. Il y a quelque chose de cruel dans cette image. Le public applaudit une vedette, sans savoir que derrière le rideau se trouve une femme qui travaille, presque comme si sa survie dépendait de chaque représentation. Michel a déjà appris que l'amour pouvait partir. Elle découvre maintenant que la sécurité aussi peut disparaître en quelques signatures. Et pourtant, elle tient debout. La scène qui avait été son refuge après la mort de sa mère devient cette fois son moyen de reconstruire sa vie. La même voix qui l'avait rendue célèbre devient l'outil avec lequel elle paie le prix de ses erreurs, de sa confiance et d'années où elle avait préféré chanter, plutôt que regarder les comptes. Mais au milieu de cette bataille financière, une autre inquiétude commence lentement à prendre forme. Elle concerne Romain. Au début, ce ne sont peut-être que des signes, des difficultés que l'on voudrait croire passagères. Puis, le doute devient plus lourd. Quelque chose touche son fils, quelque chose que ni l'argent, ni le succès, ni toute la volonté d'une mère ne pourront simplement faire disparaître. Michel croyait avoir connu la peur en perdant sa mère. Elle croyait connaître l'abandon avec Christophe, puis la chute avec son divorce. Elle ne savait pas encore que la douleur la plus insupportable n'était pas de perdre une maison, un amour ou une fortune. C'était de regarder son propre enfant commencer à perdre le contrôle de son corps. Pendant longtemps, Michel Thor a cru que les épreuves les plus cruelles étaient déjà derrière elle. La mort de sa mère, l'absence de Christophe, les dettes, les séparations. Elle avait traversé chaque tempête en serrant les dents. Mais cette fois, le danger ne la frappe pas directement. Ah, il frappe Romain. Son fils est atteint de sclérose en plaques, une maladie chronique qui touche le système nerveux et peut progressivement bouleverser les mouvements, l'équilibre, la fatigue, jusqu'aux gestes les plus simples du quotidien. Pour une mère, il existe peu de souffrances comparables à celle de regarder son enfant lutter contre son propre corps. Michel peut l'accompagner, l'encourager, chercher des solutions, être présente jour après jour, mais elle ne peut pas prendre sa maladie à sa place. Elle ne peut pas négocier avec elle. Elle ne peut pas lui ordonner de partir. Et dans le regard de Romain, une autre douleur existe depuis beaucoup plus longtemps. Celle de Christophe. Romain a grandi en sachant qui était son père biologique, mais sans obtenir cette reconnaissance pleine et entière qu'un enfant peut attendre toute une vie. Il ne s'agissait pas simplement d'un nom célèbre. Derrière ce nom se cachait une question intime, presque primitive. Pourquoi ne me reconnaît-il pas vraiment comme son fils ? Avec les années, l'espoir ne disparaît jamais complètement. On peut se convaincre que le passé est terminé, mais tant que l'autre est vivant, une porte reste entr'ouverte. Un appel peut arriver. Une rencontre peut tout changer. Une phrase peut enfin réparer 50 années de silence. Puis avril 2020 arrive, Christophe meurt, et cette fois, il n'y a plus de lendemain possible. Pour Michel,
La disparition de son ancien amour ne signifie pas seulement la mort d'un homme qu'elle avait aimé autrefois. Elle signifie également que Romain ne pourra plus attendre ce geste définitif, cette reconnaissance, cette proximité qu'il avait espérée. La maladie attaque son corps, et la mort de son père referme brutalement une blessure de l'enfance sans jamais l'avoir guérie. Ah, c'est peut-être là que le destin devient le plus cruel. Michel avait perdu sa mère à 18 ans. Des décennies plus tard, elle regarde maintenant son fils porter, lui aussi, le poids d'un lien parental interrompu. Comme si certaines douleurs traversaient les générations en changeant simplement de visage. Mais Michel refuse de rester immobile devant cette souffrance. Avec Romain, elle s'engage dans la lutte contre la sclérose en plaques, notamment à travers une association dans le pays d'Aix. La douleur privée devient alors une cause publique. Les galas, les rencontres larmes et les actions de solidarité servent désormais à soutenir d'autres malades, d'autres familles, d'autres mères qui connaissent la même impuissance. Elle ne peut pas guérir son fils, elle ne peut pas réécrire son enfance, elle ne peut pas ramener Christophe. Ah. Si, mais elle peut encore transformer ce qui aurait dû la détruire en une raison d'aider quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ici que se trouve le véritable secret de Michel Thor. Sa force n'a jamais consisté à ne pas tomber. Sa force a toujours été de trouver, au milieu des ruines, une raison de se relever encore une fois. Après Jean Vidal, Michel Thor aurait pu choisir de fermer définitivement la porte aux grandes histoires d'amour. Pourtant, en 1995, elle épouse Jean-Pierre Murzilli. Au début, il représente peut-être cette nouvelle chance que l'on croit encore possible après tant de blessures. Mais leur mariage ne dure que 2 ans. Le divorce prononcé, l'histoire ne s'arrête pourtant pas. Ils se retrouvent, se séparent, reviennent l'un vers l'autre, encore et encore. Pendant près d'un quart de siècle, leur relation avance ainsi, entre passion, dispute, rupture et réconciliation. Que Michel parlera plus tard de ces années comme d'un amour profondément destructeur, car certains liens ne meurent pas lorsqu'ils deviennent douloureux. Ils continuent précisément parce que l'attachement existe encore. On sait que l'on souffre, mais partir semble parfois aussi difficile que rester. Puis, en 2018, Jean-Pierre est frappé par un terrible problème de santé. Hospitalisé pour des douleurs au genou et à la hanche, son état se complique. Pour sauver sa vie, les médecins doivent finalement lui amputer la jambe gauche. Comme si cette épreuve ne suffisait pas, une infection contractée à l'hôpital vient encore aggraver sa situation. Et Michel est confronté à un paradoxe cruel. Cet homme avec lequel elle a connu tant de conflits reste aussi quelqu'un avec qui elle a partagé une partie immense de son existence. Elle voit celui qu'elle a aimé devenir vulnérable, diminué, menacé. La compassion demeure. Oui, même lorsque l'amour est déjà couvert de cicatrices. Mais 1 an plus tard, la relation atteint son point de rupture. En 2019, Michel décide de partir définitivement. Elle racontera ensuite dans la presse qu'au cours d'une violente altercation, Jean-Pierre l'aurait attaqué et mordu jusqu'au sang. Un épisode qu'elle décrit comme profondément traumatisant. À cet instant, quelque chose semble se fermer en elle. Après Christophe, après Jean Vidal, après toutes ces années à revenir vers Jean-Pierre malgré les tempêtes, Michel n'attend plus qu'un homme vienne réparer ce que la vie a cassé. Son propre corps, lui aussi, a déjà envoyé des avertissements. Des problèmes cardiaques, une fibrillation auriculaire, des hospitalisations, comme si des décennies de tension finissaient par laisser leurs traces jusque dans le rythme de son cœur. Il existe des blessures que l'on cache derrière un sourire. Ah, mais le corps, parfois, refuse de mentir. Alors Michel fait ce qu'elle a toujours eu tant de mal à faire dans sa vie sentimentale. Elle choisit enfin de partir sans revenir. Elle ne sort pas de cette histoire indemne. Elle dira conserver encore des blessures du passé. Mais pour la première fois depuis longtemps, le silence qui l'entoure n'est plus nécessairement celui de l'abandon. Il peut aussi être celui de la paix. Et lorsque Michel se retrouve face à elle-même, loin des disputes, loin des promesses brisées, une dernière question demeure. Après avoir perdu sa mère,
plusieurs amours, une partie de sa fortune, et après avoir vu son fils lutter contre la maladie, qu'est-ce qui peut encore donner envie à une femme de presque 80 ans de se lever chaque matin? Aujourd'hui, loin de l'agitation qui a accompagné une grande partie de sa carrière, Michel Thor a choisi une existence plus discrète dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Une maison, davantage de silence, moins de mondanité. Comme si, après avoir passé sa vie sous les projecteurs, elle avait enfin besoin d'un endroit où personne ne lui demande de sourire. Mais ce calme ne signifie pas que le passé a disparu. Certaines blessures restent là, même lorsqu'on ne les montre plus. La mort de sa mère, Christophe, les dettes, les amours tumultueuses, les années passées à soutenir Romain face à la maladie, tout cela ne s'efface pas simplement parce que le temps passe. Michel l'a reconnue elle-même, elle porte encore des cicatrices. Et pourtant, il serait faux de voir en elle une femme seulement enfermée dans la solitude. Autour d'elle subsistent des liens, des proches, des présences rassurantes, mais surtout, il reste cette relation qui a traversé absolument toutes les catastrophes de son existence. La musique, elle était là lorsqu'elle était adolescente et rêvait d'une autre vie. Elle était là lorsque sa mère est morte. Elle était là lorsqu'il fallait nourrir ses enfants, rembourser les dettes, survivre aux séparations. Elle était encore là lorsque Romain est tombé malade. À chaque époque, le sens de la scène a changé. D'abord, Michel chantait pour réussir. Puis, elle a chanté pour tenir. Et finalement, elle chante peut-être simplement pour rester elle-même. Lorsque le public entend aujourd'hui « Emmène-moi danser ce soir », il peut n'y entendre qu'une chanson d'amour devenue classique. Mais lorsque l'on connaît le chemin de celle qui l'interprète, chaque mot semble prendre une autre profondeur. Derrière la voix, on imagine la jeune fille de 18 ans à qui l'on annonce la mort de sa mère. La femme qui attend qu'un homme reconnaisse pleinement son fils. L'épouse qui découvre l'effondrement financier de son foyer. La mère qui regarde Romain lutter contre un corps devenu imprévisible. Et malgré tout cela, la voix ne s'est pas tue. C'est peut-être la chose la plus surprenante dans l'histoire de Michel Thor. Son existence aurait pu la rendre amère, la pousser à disparaître, à fermer définitivement la porte au public qui ne voyait souvent que les robes, les refrains et les applaudissements. Elle a choisi autre chose, continuer, pas parce que les blessures ont disparu, mais précisément parce qu'elles existent encore. À presque 80 ans, Michel n'a plus besoin de prouver qu'elle est une vedette. Les millions de disques, les décennies de carrière, les scènes traversées parlent déjà pour elle. Ce qui reste désormais est plus intime. Une femme, une mère, une survivante de ses propres tempêtes. Qui sait que le bonheur n'a jamais été une ligne droite? Et lorsqu'elle retourne sous les lumières, quelque chose devient évident. La vie lui a pris des êtres aimés. Elle lui a pris des certitudes, de l'argent, des histoires d'amour et une part de son innocence. Mais il existe une chose qu'elle n'a jamais réussi à lui arracher. Sa voix. Michel Thor n'a jamais eu une vie sans blessure. Elle a simplement appris à avancer avec elle. La mort lui a pris sa mère, l'amour lui a laissé des cicatrices, et la maladie de son fils lui a rappelé qu'une mère ne peut pas tout réparer. Pourtant, chaque fois que la vie semblait vouloir la faire tomber, elle revenait vers la musique. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire. Après tant de pertes, elle est encore debout, parce que sa voix, elle, ne l'a jamais abandonnée.